Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le coup d'état militaire au Burkina Faso. Le président a été renversé. Roch Marc Christian Kaboré aurait échappé à une tentative d'assassinat et retenu dans un lieu secret. Après une journée confuse où beaucoup d'informations contradictoires ont circulé, nous tenterons de faire le point sur la situation. Cette édition sera largement consacrée au Burkina Faso. Nous irons à Ouagadougou rejoindre notre correspondant Kalidoussi et le journaliste spécialiste de la politique africaine Antoine Glaser est avec nous en plateau. Après 2 jours, un dimanche de mutinerie et plusieurs heures d'incertitude et d'informations contradictoires, c'est au tour du Burkina Faso de faire face à un coup d'état militaire. Des hommes armés ont annoncé la démission du président de la République, la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement, de l'Assemblée nationale, la fermeture des frontières terrestres et aériennes et un couvre-feu de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national. Olivier Fessol nous fait le point sur les derniers événements. Peuple du Burkina Faso. En apparaissant à la télévision nationale, les militaires clarifient la situation. Il s'agit bien d'un coup d'État. Après les mutineries de dimanche dans plusieurs casernes du pays, l'armée a donc décidé de prendre le pouvoir. Le Burkina serait maintenant dirigé par les putschistes, qui se sont nommés Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées. À la tête des putschistes, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au premier rang à gauche, béret rouge sur la tête. Engagé dans la lutte contre le terrorisme, il aurait étudié la criminologie en France. Le président Kaboré, lui, serait retenu en résidence surveillée à Ouagadougou, selon son entourage. Ce matin, des véhicules appartenant à la flotte présidentielle et portant des impacts de balles avaient été retrouvés à quelques centaines de mètres de la résidence du chef de l'État. Le sort du président était alors inconnu et en milieu d'après-midi, ce message a été posté sur son compte Twitter. Notre nation vit des moments difficiles. Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques. J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions. Ce coup de force des militaires fait suite à un week-end de troubles, aux manifestations pour protester contre l'inaction du pouvoir face aux nombreuses attaques djihadistes, se sont ajoutées des mutineries de soldats ce dimanche. Des soldats qui réclamaient plus de moyens et le départ des chefs de l'armée, également accusés d'incompétence face à la menace terroriste. Le même jour, le siège du parti présidentiel dans la capitale a été saccagé. Les nouveaux maîtres du pays ont assuré qu'un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel serait proposé dans un délai raisonnable. Le secrétaire général des Nations Unies a lui fermement condamné le coup d'État. On va à présent à Ouagadougou rejoindre notre correspondant Kalidoussi. Bonsoir Kalidou, quelle est la situation actuelle dans la capitale et surtout comment réagissent les Burkinabés à l'annonce de ce coup d'État ? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après une journée remplie d'incertitudes, on peut dire que c'est un soulagement chez beaucoup de Burkinabés. Soulagement d'avoir des réponses aux 2 principales questions des dernières 24 heures au Burkina Faso. Y a-t-il eu un coup d'État et qui est le nouvel homme fort du pays ? Oui, alors la journée de dimanche, vous l'avez dit, celle d'aujourd'hui, ont été longues, semées d'incertitudes et d'informations contradictoires, ce qui jette d'ailleurs le trouble dans le pays, on imagine. Oui, ce fut 24 dernières heures stressantes et longues pour les Burkinabés, au vu des événements qui se sont déroulés dans leur pays. Tout a commencé hier par des coups de feu dans différentes casernes du pays. On ne parlait pas encore de coup d'État, mais de mutinerie ou de mouvement d'humeur, surtout que dans la journée, le ministre de la Défense s'était présenté sur le plateau de la télévision nationale en affirmant que le chef d'État avait été enlevé, mais en confirmant également cette mutinerie. Et dans l'après-midi de dimanche, tout est revenu dans le calme. Puis, aux alentours de 23 heures, des coups de feu ont retenti auprès de la résidence privée du président Kaboré. Ce matin, on a annoncé que le militaire détenait le président. À ce moment-là, on ignorait qu'on rentrait dans une journée d'incertitude. Incertitude, tout d'abord, les soldats se sont réunis autour de la télévision nationale aux alentours de 8 heures avec des blindés.
et on s'est dit qu'une allocution ne devrait pas tarder 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, toujours pas de prise de parole. Et c'est à ce moment-là qu'une deuxième version des faits de l'entourage du président nous disait qu'ils avaient réussi à exfiltrer le président de sa résidence privée avant l'arrivée des militaires et qu'il se trouvait en sécurité. Peu après, le compte Twitter du président a posté un message. Le flou était le plus total, mais à 17h25 heure locale, le couperet tombe lorsque les militants apparaissent à la télévision nationale pour annoncer le coup d'État. Et alors, on dit que le président Kaboré a démissionné, donc il aurait été démis de ses fonctions selon l'expression des putschistes. On a parlé de tentative de coup d'État. Est-ce qu'on en sait plus, d'assassinat plutôt, est-ce qu'on en sait plus sur son intégrité physique, par exemple? Là, pareil, on a deux versions qui s'opposent. Celle du parti au pouvoir, le MPP, qui dénonçait dans un communiqué une tentative avortée d'assassinat du président Roch Marc Christian Kaboré. Il dénonçait également le saccage du domicile privé du chef de l'État, une tentative d'assassinat d'un ministre de la République et la destruction de biens publics et privés. Mais lors de leur allocution à la télévision publique, les militaires, eux, ont précisé que ce coup d'État s'est fait sans effusion de sang et sans violence. Donc les prochaines heures et semaines nous en diront plus sur ce qu'il en était vraiment et sur l'intégrité physique du président Kaboré. Alors, rapidement, Khalidou, que savons-nous des mutins, et en particulier celui qui dirige, qui serait à la tête de cette mutinerie, Paul-Henri Sandaogo Damiba? Que pouvez-vous dire sur lui? Très honnêtement, nous savons très peu de choses sur Paul-Henri Sandaogo Damiba, même si son CV commence à circuler sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un officier supérieur d'infanterie dans l'armée burkinabé qui est diplômé de l'école militaire de Paris. Il a commandé la 3e région militaire du Burkina. Et d'après ce qu'on dit, c'est un militaire courageux, selon d'autres militaires qu'on a pu interroger. Merci beaucoup Khalidou Sy pour ces précisions. Antoine Glaser, merci d'être avec nous sur le plateau du Journal d'Afrique de France 24. On l'a vu, des images familières de soldats, souvent capitaines, qui se transforment en présentateurs télé et qui annoncent mettre fin aux fonctions d'un président élu. Que vous inspirent ces images déjà? Je veux dire, on savait quand même qu'au Burkina Faso, depuis un moment, il y avait vraiment un problème entre le président Roch Kaboré et l'armée. Il ne faut quand même pas oublier que le président Roch Kaboré avait une certaine défiance vis-à-vis de cette armée, puisque c'était quand même plutôt l'armée de Blaise Compaoré. Et quand il était arrivé au pouvoir, on a bien vu qu'il a sans doute, ce que reprochent d'ailleurs les mutins, les ont pas vraiment équipés. Et on a vu, je crois que c'est même à France 24, Wassim Nass qui avait révélé que, par exemple, au moment, parce que c'est un tournant, c'est Ignata, c'est dans cette province du Soum, quand il y a eu 57 gendarmes qui sont morts, 57 personnes en tout, donc 49 gendarmes qui sont morts, et ils n'avaient pas, c'était pas simplement un problème d'équipement, c'était un problème aussi pour s'alimenter, et qu'ils allaient chasser un peu les animaux autour de leur campement pour pouvoir manger. Donc c'est vrai que on voit bien qu'il y a un vrai problème entre Roch Kaboré et son armée, parce qu'il avait peur d'une tentative de coup d'État. Et moi, j'ai été surpris. Par exemple, j'avais fait pour un livre sur le piège africain de Macron, de voir le président français en septembre 2020, quand on l'avait interviewé avec Pascal Hérault, il nous avait dit Roch Kaboré, il a peur de son armée, il ne veut pas réformer son armée. Donc il y avait vraiment un problème comme ça. Et c'est le contraire du Mali. Au Mali, c'était d'abord un soulèvement populaire, et ensuite, vous avez eu un coup d'État, ça veut dire qu'un accompagnement de militaires. Là, c'est quand même le contraire. C'est vraiment l'armée qui en a marre, qui était sous-équipée. Et on voit bien quand même que les djihadistes descendent de plus en plus. Et comme Roch Kaboré ne fait pas confiance à son armée, c'est vrai qu'il a tendance à s'appuyer sur les volontaires pour la défense, sécurité des civils. Ils sont des civils. Les civils, sauf que là, vous risquez d'avoir des problèmes intercommunautaires, comme on a vu dans un certain nombre de cas dans le pays. Donc, je veux dire, bien sûr, je ne vais pas dire oui, on s'attendait à un coup d'État, mais enfin, il y a quelques jours, apparemment, le président Kaboré avait arrêté déjà un certain nombre, un lieutenant et d'autres qui étaient des proches. Finalement de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Donc je veux dire, c'est pas une surprise. Le pays allait de plus en plus mal à partir du moment. Mais encore une fois, moi je fais pas. Il faut pas penser que c'est pareil que le Mali ou c'est pareil que la Guinée.
Bien sûr, ce sont des putschistes, bien sûr, ce sont des coups d'État. Dans toute cette zone sahélo-saharienne, finalement, on a l'impression qu'il se bunkérisent dans les capitales. Ils abandonnent tout l'espace rural aux djihadistes ou à des gens qui n'ont pu... Ce sont des États qui ont abandonné tout leur pouvoir régalien d'éducation, de santé. Puis je veux dire, au Burkina Faso, il y a eu quand même 2000 morts, il y a eu 5 millions de personnes qui sont déplacées. Je veux dire, au bout d'un moment, on sent bien que c'est pas possible de continuer dans la même situation. Ce qui ne veut pas dire que j'encourage les coups d'État. Hein. Oui, donc bien sûr, on l'entend bien. Mais alors d'ailleurs, je vous propose de revenir sur les attaques qui se sont multipliées, vous l'avez dit, depuis 7 ans. On a vu le cas de Inata, mais il y en a eu d'autres, hélas, contre les forces armées et les civils, avec Inès Olagaray, et on en parle juste après. Depuis 7 ans, la menace djihadiste se fait de plus en plus forte au Burkina Faso. Des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique font régner la terreur, principalement dans le nord et l'est du pays, dans la zone dite des 3 frontières, près du Mali et du Niger. Entre 2016 et 2018, les djihadistes frappent surtout Ouagadougou, la capitale. Le 15 janvier 2016, un double attentat vise un restaurant et un hôtel, faisant 30 morts et des dizaines de blessés. 2 ans plus tard, l'ambassade de France et l'état-major des forces armées du Burkina Faso sont attaqués. Les djihadistes sévissent désormais surtout dans des zones rurales. Mais les Burkinabés subissent aussi de nombreuses violences intercommunautaires, comme en janvier 2019, dans la province du San-Matanga, lorsque des affrontements entre Peul et Mossi font 72 morts et 6 000 déplacés. L'attaque du village de Solane est sans doute la plus meurtrière. Le 5 juin 2021, 160 civils ont été exécutés en pleine nuit. L'attaque est attribuée à une unité indisciplinée du JNIM, mais cette filière d'Al-Qaïda, très active dans la région, nie toute responsabilité. Les islamistes ont aussi infligé de lourdes pertes aux forces de sécurité. En novembre dernier, l'assaut contre la gendarmerie d'Ignata a fait 57 morts. Les gendarmes, affaiblis à cause du manque de vivres et de munitions, ont été encerclés par plusieurs centaines de combattants lourdement armés. Depuis 2015, les violences au Burkina Faso ont fait au total plus de 2000 victimes et 1,5 million de déplacés. Antoine Glaser, on reparlait justement de toutes ces violences et de ces attaques djihadistes, mais on se demande, est-ce que le Burkina seul, l'armée burkinabé, est en mesure de faire face à ces attaques djihadistes, justement? Oui, ça veut dire parce que c'est pas simplement une question sécuritaire. C'est évident que si l'État burkinabé avait exercé son pouvoir régalien en matière non seulement de sécurité, mais économique, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'école et autres, je veux dire, s'ils ont abandonné le terrain quelque part. Donc c'est ça, le problème de fond, c'est un problème que l'armée est totalement hors sol s'il n'y a pas un accompagnement au niveau santé, éducation, et s'il n'y a pas un soutien économique, à ce moment-là, qui décide dans les villages des problèmes de justice et autres? Ce sont des djihadistes. Non seulement ça, mais en plus, ils s'occupent du foncier. C'est eux qui répartissent même les territoires dans les villages. C'est l'absence d'État avant tout, en dehors même du militaire. En dehors même du militaire, revenons quand même sur la question militaire et la question de la France, parce qu'il y a un sentiment anti-français, on sait qu'il grandit pas uniquement au Mali, mais aussi au Burkina Faso. On a eu l'impression qu'à un moment donné, que Paris avait quelque peu lâché le président Kaboré. Est-ce que, justement... Est-ce que c'est ça qui a finalement précipité sa chute, si on peut dire? Je ne pense pas que Paris a laissé tomber le président Roch Kaboré, même si c'est vrai qu'il y avait... C'est quand même les forces spéciales françaises qui avaient exfiltré en Côte d'Ivoire le président Blaise Compaoré. Et c'est vrai qu'il y a eu toujours un soutien à quelqu'un comme Gilbert Diandéré. Il y a eu toujours un soutien à la DGSE française. C'est vrai que les services français ont tellement, pendant très longtemps, bénéficié de la plateforme de Ouagadougou pour toutes ces opérations, en particulier clandestines dans la région. C'est vrai qu'il y avait un soutien français à Blaise Compaoré. Ça ne veut pas dire que la France ne soutenait pas Roch Kaboré. Mais c'est vrai que c'est Roch Kaboré lui-même qui était qui avait une certaine distance même vis-à-vis de la France. Je vous dis, par exemple, le président français qui dit qu'il ne voulait pas réformer son armée, etc., il refusait, en dehors de l'opération Sabre, des forces spéciales françaises qui sont actuellement près de Ouagadougou sur une base, etc., en dehors de cette opération de forces spéciales très particulière, c'est vrai que Roch Kaboré ne tenait pas à avoir
une opération Barkhane dans son pays. Parce que Barkhane, c'est quand même une sorte de force conventionnelle à l'ancienne et qui est un peu, maintenant on voit bien, un peu hors sol et qui a un certain nombre de problèmes et qui attire finalement un certain nombre, toute la jeunesse africaine considère qu'on est encore dans les années de la France-Afrique et autres. Et donc, c'est vrai que Roch Kaboré avait un certain nombre de distances. Très aussi parce que lui, c'était quand même, ce pays a toujours été gouverné par des militaires. Le Burkina Faso, c'était quand même le premier vrai président civil. Sauf que c'était quand même un compagnon de route de Blaise Compaoré pendant des années. Il ne faut pas l'oublier, qui a été Premier ministre de Blaise Compaoré. Donc il connaissait quand même le système de l'intérieur. Mais c'est vrai que vis-à-vis de la France, il avait une certaine retenue. Oui, absolument. Merci beaucoup Antoine Glaser pour tous ces éclairages. Et nous reparlerons évidemment de la situation au Burkina dans les prochaines éditions et sur France 24, évidemment. On passe à la Guinée. On connaît désormais la composition du Conseil national de la transition. Dans un décret lu à la télévision d'État, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a dévoilé la liste des 81 membres de cet organe qui doit légiférer pendant toute la durée de la transition en cours. Depuis le coup d'État du 5 septembre contre le régime d'Alpha Condé, les Guinéens attendaient impatiemment la mise en place de cet organe. Des explications avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Ces 81 membres regroupent des représentants des partis politiques, de la société civile, des syndicats et des militaires. Le Conseil national de la transition est doté des prérogatives de l'Assemblée nationale dissoute le 5 septembre dernier. C'est lui qui doit élaborer une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum et fixer le calendrier du retour des civils au pouvoir. Dans les rues de Conakry, les Guinéens attendent beaucoup de cet organe. Moi, en tant que citoyen, je souhaite que le CNT travaille surtout pour nous proposer une constitution qui pourra nous aider à organiser les élections libres, inclusives et transparentes surtout. On a beaucoup attendu. Le pays ne peut pas se développer sans un président légitimement élu. Donc on va faire rapidement les choses. 18 mois, 20 mois pourraient arranger les choses. Selon plusieurs sources, le Conseil national de la transition sera installé dans les jours à venir. La détermination de la durée de la transition, qui n'est toujours pas connue, fait partie de ses priorités. C'est une information très attendue par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, toujours pas de résultats définitifs pour les élections locales qui se sont tenues hier, mais de grandes tendances se sont dégagées. L'opposition a pris le dessus sur les deux mairies les plus convoitées, avec Barthélémy Diaz à Dakar et Ousmane Sonko à Ziguinchor, la plus grande ville du sud du pays. Tous les deux sont membres de la coalition d'opposition Yewwi Askani. Et hier soir, leurs partisans ont paradé dans les rues, vous l'avez vu. De son côté, la majorité présidentielle qui assure avoir concédé sa défaite dans les deux grandes villes crie victoire dans la majorité des circonscriptions électorales du pays. Et on vous rappelle l'information principale de cette édition, le coup d'État militaire au Burkina Faso. Le président de la République, Roch Kaboré, a été démis de ses fonctions. Les frontières fermées, un couvre-feu instauré jusqu'à 5 h du matin. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier tous ceux au Burkina Faso.